Bonjour à toutes et à tous pour ce second webinaire sur la réforme des retraites. Nous allons donc passer 1 heure et demie ensemble avec des intervenants, je dirais, très brillants. Nous avons Mélanie Vogel, Jean-Yves Lecomte et Martine Vautrin. Et au niveau de la coordination, eh bien, nous nous partagerons entre Margot Isler et moi-même. Pour introduire, disons, ce webinaire, je voulais vous lire l'introduction d'une lettre qui a été publiée dans le Petit Journal sur Françaises et Français de l'étranger, les oubliés de la réforme des retraites, parce qu'il me semble que cette introduction est excellente pour démarrer ce webinaire. Depuis la présentation de la réforme des retraites le 10 janvier dernier, les critiques pleuvent sur le gouvernement. La majorité des Français et des Françaises la rejettent et les organisations syndicales font front commun contre cette réforme injuste. Alors que le réchauffement climatique menace l'habitabilité de la planète, le gouvernement choisit de lancer une réforme inéquitable qui attaque nos droits sociaux. Pourtant, il n'existe pas de déficit insurmontable de notre système de retraite. Son solde financier est même redevenu excédentaire. Depuis 2017, la majorité tient toujours la même ligne, mettre à contribution l'ensemble des Françaises et des Français en dégradant leurs acquis sociaux. D'autres solutions existent, à commencer par la mise au pot commun des revenus et patrimoines les plus élevés, qui par ailleurs ont accumulé des richesses pendant la pandémie. Commençons par les dividendes des actionnaires. L'allongement de l'âge légal de la retraite à 64 ans va encore pénaliser nos compatriotes de l'étranger qui peinent déjà avec le mode de calcul actuel. Alors, je ne vais pas continuer, bien sûr, la lecture de cette lettre parce que c'est tout le débat de ce soir. Et donc, nous allons déjà demander à Mélanie de nous dire un petit peu ce qu'il est en train de se passer, puisque c'est aujourd'hui qu'on a commencé à discuter cette réforme à l'Assemblée nationale et pourquoi nous sommes contre cette réforme. Merci Mélanie de commencer. Bonsoir, merci François, et j'espère que ma connexion va bien aller. Si jamais il y a un problème, dites-le moi, parce que Bruxelles, en fait, c'est loin en termes de Wi-Fi, malheureusement. Donc, si j'ai bien compris, j'ai 10 minutes, ce qui n'est pas beaucoup pour expliquer pourquoi on est contre cette réforme, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour être contre cette réforme. Mais je vais tâcher de faire ça de façon concise et de vous donner les éléments principaux. La première raison pour laquelle on s'oppose à cette réforme, c'est d'abord, quand je dis on, c'est aujourd'hui une écrasante majorité des Françaises et des Français, puisqu'on a atteint presque 75% de la population qui rejette cette réforme. C'est tout d'abord parce que cette réforme est injuste. Elle est injuste parce que elle utilise l'outil le plus brutal socialement pour régler un problème dont j'expliquerai plus tard en tout cas, on conteste le fait qu'il existe vraiment, c'est-à-dire qu'il y aurait un dérapage du déficit et qu'il faudrait absolument trouver une solution. Elle utilise l'outil le plus brutal socialement parce que cette réforme consiste en grande partie, il y a plusieurs aspects, mais en grande partie, à décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, et qu'en utilisant le paramètre de l'âge, elle s'attaque en premier et en particulier et presque uniquement aux plus vulnérables d'entre nous, puisque évidemment, les personnes
pour ce qui est de l'âge légal, les personnes qui ont commencé à travailler plus tard, souvent, ce sont les personnes qui ont fait des études, donc qui sont issues de milieux plus favorisés, qui ont eu aussi une carrière avec des revenus plus élevés. Eh bien, pour eux, je me prends par exemple personnellement comme exemple, 64 ans, ça ne changera pas grand-chose, puisque moi, de toute façon, ayant commencé à travailler à 24 ans, de toute façon, avec 43 années d'annuité, 64 ans, ça ne me change pas grand-chose. Ça change quelque chose pour les personnes qui ont commencé à travailler plus tôt. Et donc, on sait que ce sont les personnes les plus vulnérables dans la société. On sait aussi que on a en France une espérance de vie totale qui est plutôt élevée dans la moyenne européenne, mais une espérance de vie en bonne santé qui est plutôt mauvaise. On a 46% des personnes qui, après 60 ans, sont en mauvaise santé en France. Et donc, et en particulier les plus pauvres, et l'espérance de vie en bonne santé, qui est une variable très importante quand on a décidé l'âge auquel on arrête de travailler, c'est en moyenne 63,9 ans. C'est-à-dire que donc pour les plus précaires d'entre nous, personne, après cette réforme, ne partira à la retraite en bonne santé. Personne ne pourra avoir une partie de sa vie en bonne santé sans travailler. Ce qui est d'une brutalité sociale très forte, puisque les années d'espérance de vie gagnées eh bien, vont être absolument absorbées pour les plus pauvres par cette réforme, puisqu'ils devront passer ces années à travailler. Il n'y aura aucune partie de l'espérance de vie qui sera gagnée pour vivre en dehors du travail. Et je rappelle que quand on regarde l'espérance de vie tout court, vous savez qu'il y a une grande différence sociale entre l'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches, et qu'à 64 ans, 28% des plus pauvres, des travailleurs hommes les plus pauvres, sont déjà morts. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on s'oppose à cette réforme, c'est qu'elle est injuste. Elle est aussi injustifiée, puisque ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on utilise l'outil le plus brutal socialement pour régler le problème, eh bien, il faut d'abord se demander, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et nous, en tout cas, la NUPES, nous contestons le fait qu'il y aurait une nécessité absolue à faire une réforme paramétrique qui consisterait à s'appuyer sur le fait qu'il y a un déficit galopant de notre système de retraite et qu'il faut absolument trouver une solution pour le compenser. Le rapport du corps dont on parle beaucoup ne dit pas lui-même qu'il y a un problème. Il y a différents scénarios. Il y a certains scénarios où le régime est déficitaire, mais surtout, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que on dit qu'il y aurait potentiellement un déficit autour de 12 milliards d'euros. Quand on regarde les baisses de cotisations sociales qui ont été accordées aux entreprises, ne serait-ce que pour l'année 2021, je n'ai pas encore les chiffres pour 2022, on est environ, je crois, à 28 milliards d'euros, qui sont des cadeaux qui ont été faits aux entreprises pour l'année 2021. Donc, on voit bien que cette idée qu'il y aurait, comme naturellement, à cause de ce qu'on appelle la démographie, eh bien, un déficit structurel du système des retraites, c'est une idée qui est erronée parce que c'est un choix politique de savoir où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on ne le prend pas. Et le gouvernement, avec tout un tas de décisions, qu'il s'agisse de la baisse des cotisations patronales, qu'il s'agisse de la baisse de la suppression de l'ISF, qu'il s'agisse de tout un tas de cadeaux qui ont été faits aux plus riches avant la crise et pendant la crise, fait le choix de se défaire d'une partie des ressources qui permettraient de financer le régime. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir très fort en tête. L'argument selon lequel il y a un problème, qui est l'argument sur lequel se fonde le gouvernement, est en soi un argument qui ne tient pas la route si on considère qu'en fait le politique a le choix de ses ressources, notamment via les impôts et via les cotisations. La troisième raison pour laquelle cette réforme est scandaleuse, c'est, et tu me disais François au début, en illustrant ce qui était en train de se passer à l'Assemblée nationale, puisqu'on vient effectivement au Parlement de commencer l'examen du texte, c'est qu'elle est profondément antidémocratique. Emmanuel Macron
a été élu au second tour de l'élection présidentielle parce que nous, la gauche, les progressistes, les humanistes, les féministes, les antifascistes ont voté contre Marine Le Pen. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Emmanuel Macron n'est pas arrivé au pouvoir parce que une majorité de la population française, certes, il y a eu 20% de l'électorat au premier tour qui a voté pour Emmanuel Macron, pour lui. Et ensuite, au second tour, il est devenu président de la République parce que tous ceux qui n'avaient pas voté pour lui, mais qui ne voulaient pas de Marine Le Pen, sont allés voter contre Marine Le Pen. Et il le sait très bien. Donc, il n'y a pas de majorité démocratique, politique dans le pays sur le programme d'Emmanuel Macron et encore moins sur cette réforme qui est rejetée, je le disais tout à l'heure, par une partie de plus en plus importante de la population, puisque le degré de rejet est en train d'augmenter à mesure que le gouvernement se crispe et que, eh bien, on a des discussions comme ce soir où les personnes réalisent qu'en fait, il y a une véritable injustice dans cette affaire. Elle est aussi antidémocratique par le chemin qu'a décidé de prendre le gouvernement, puisque on a commencé donc l'examen au Parlement. Le gouvernement a décidé d'utiliser, désolé pour l'aspect un peu technique, mais donc l'article 47.1 de la Constitution, qui est donc le PLFSS rectificatif, donc une loi de finances de la sécurité sociale. Pourquoi deux raisons au moins. Premièrement, ça permet au gouvernement d'utiliser le 49.3 comme il souhaite, sans limite. Donc, c'est en soi un problème démocratique. Deuxièmement, parce que cet article permet d'abord de restreindre le temps de débat parlementaire, puisqu'on est restreint à 50 jours au total. Et si jamais le 26 mars, on ne s'est pas mis d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, le gouvernement a la possibilité de décider par ordonnance. Donc, vous imaginez le caractère, je ne veux pas utiliser de termes trop, enfin, je veux dire, je plaisante pas avec ces mots, mais il y a une partie autoritaire d'une réforme néolibérale qui est faite aujourd'hui, à considérer qu'il est possible pour un gouvernement, alors qu'il n'aurait pas de majorité ni dans le pays ni au Parlement, de mettre en place cette réforme de retraite par ordonnance, alors que voilà, 75% de la population s'y oppose. Donc elle est antidémocratique. Elle est aussi fondée sur beaucoup de mensonges. Et je voudrais juste en prendre un, outre celui que je vous donnais au début, qui est qu'elle n'est pas nécessaire. Mais vous savez, le gouvernement a beaucoup dit que, bon, bah, c'est vrai, on demande des sacrifices aux gens, ils vont travailler 2 ans de plus, voilà. Mais il y a quand même des améliorations aussi, puisque ils ont vendu au début, c'est grâce à cette réforme. Après cette réforme, il y aura, personne ne touchera moins de 1 200 euros. Il y a même des gens qui ont compris qu'il y aura un minimum retraite de 1 200 euros, ce qui serait en théorie une amélioration importante pour beaucoup de gens qui touchent beaucoup moins. Et ça fait plusieurs semaines que beaucoup de personnes essayent de demander au gouvernement mais combien de personnes vont toucher 1 200 euros grâce à cette réforme après la réforme. Et le gouvernement n'est pas capable de répondre parce qu'en réalité, et ça, je veux dire, encore une fois, je n'utilise pas ces mots de façon excessive et parce que ça me fait plaisir, mais c'est un véritable mensonge. En fait, la réforme consiste à augmenter la retraite de base entre 20 et 100 euros. Et puis, il y a des personnes pour qui retraite de base plus retraite complémentaire, eh bien, peut-être qu'à la fin, après cette réforme, ces personnes seront proches de 1 200 euros. Mais la plupart des gens qui vont voir leur retraite augmenter un peu vont l'avoir augmenté autour de 30-40 euros. Et la plupart d'entre eux n'atteindront jamais 1 200 euros. Et donc, il y a aussi un problème démocratique très fort à avoir un gouvernement qui a vendu cette réforme en disant bon, déjà, on est légitime pour le faire, puisque de toute façon, Emmanuel Macron a été élu pour ça, alors qu'il a été élu contre Marine Le Pen, et en disant mais en plus, bon, il y a des sacrifices à faire, ils sont difficiles, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un truc très, très important, c'est qu'on va tous maintenant avoir au moins 1 200 euros, ce qui est faux. Il y a une étude de Mediapart qui est sortie il y a quelques semaines qui établit le nombre de personnes en France qui seraient touchées la première année
par cette augmentation du niveau de pension et qui atteindrait 1 200 € à 48 personnes en France. Je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, mais en tout cas, quand j'ai demandé au ministre de me dire combien de personnes allaient être touchées, il n'était pas capable de me le dire, puisque ce sera en effet très peu de personnes. La dernière chose que je voulais dire avant de terminer, c'est que on est face à, voilà, pour ces raisons, parce que la réforme est injuste, qu'elle est injustifiée, qu'elle est antidémocratique, qu'elle est fondée sur des mensonges. On est face aujourd'hui en France à un mouvement social d'ampleur inédit qui progresse, alors que voilà, le gouvernement depuis le début nous disait que ça allait s'essouffler, etc. Machin. La mobilisation est vraiment massive. On a un gouvernement qui se crispe. Et moi, je pense que, et c'est ça, je pense qu'il faut garder en tête entre nous, pour toutes les personnes qui croient qu'il faut se battre contre cette réforme et pour un système plus juste, je crois qu'on va gagner. Et que le gouvernement, en fait, n'a pas beaucoup d'options possibles. Ils peuvent avoir un échec rapidement, en retirant leur réforme rapidement, et avoir l'échec, voilà. Ou ils peuvent avoir l'échec un peu plus tard, en retirant un peu plus tard, et avoir l'échec et le déshonneur. Je pense qu'ils ont le choix qu'entre les deux aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit possible de continuer très longtemps dans cette situation, parce que plus le gouvernement s'entête, plus la conscience collective du fait que cette réforme est injuste grandit, plus au fond, nous, la gauche, les progressistes, celles et ceux qui veulent la justice sociale, au fond, progressons dans la société. Et en fait, c'est un jeu à somme perdante pour le gouvernement, puisqu'ils sont en train de construire contre eux un mouvement social d'ampleur inégalée qui, à la fin, moi j'en suis convaincue, va gagner. Et donc, je voulais juste finir avec ce message. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en France autant de monde dans la rue, mais vraiment partout, pas que dans les grandes villes, etc., partout, dans les villages, dans les petites villes, la mobilisation est très, très forte, dans tous les secteurs, chez les lycéens aussi, chez les étudiants, donc pas que par les personnes qui pourraient se dire directement concernées. Et je pense que cette réforme, cette mobilisation, non seulement va gagner contre le gouvernement, mais en plus va participer à construire la suite pour la gauche, pour les écologistes, parce que nous sommes en train de faire la démonstration de l'erreur de lecture du gouvernement, et aussi de son projet, qui est un projet profondément antisocial et antidémocratique, et de fédérer autour de cette mobilisation des forces qui, je pense, vont pouvoir rester ensemble dans les années qui viennent. Et donc voilà, je voulais juste finir avec ça. Il faut la combattre, cette réforme. Il faut aussi avoir conscience qu'on est dans un moment, je pense, historique en France. On a aussi la capacité de construire, pour les années qui viennent, la mobilisation sociale qui peut nous amener à des victoires pour la suite. Merci Mélanie pour déjà cette mise en situation et puis le temps parlementaire qui se passe sur cette réforme. Je vois sur le chat, beaucoup de personnes se posent la question, mais moi je suis français, française à l'étranger. Au final, qu'est-ce que cette réforme va impacter? Je pense que François, dans son introduction, a démontré qu'en fait, les Françaises et les Français de l'étranger sont peut-être les oubliés de cette réforme, puisqu'on n'est jamais compris dedans. Est-ce que toi, Jean-Yves, tu peux nous dire s'il y a un impact sur cette réforme pour les Françaises et les Français de l'étranger et quelles seraient peut-être si on a des pistes de solutions? Oui, merci et bonjour, bonjour à toutes et toutes. Donc voilà, moi je m'inscris dans ce qu'a dit Mélanie, et c'est vrai que lorsqu'on pense une seconde que finalement ce sont les personnes qui ont fait des carrières longues, qui ont commencé tôt, qui vont être quasiment les seules visées par cette réforme pour faire des économies. Et en plus, quand on voit les économies, en fait, c'est un hold-up de l'État sur tout ce qui est protection sociale dans notre pays. Parce qu'en réalité, et ça a commencé avant avec l'assurance chômage, finalement,
ce qui se passe, c'est que l'État essaye de reprendre le contrôle sur l'ensemble de la protection sociale. Il l'a fait sur l'assurance chômage lors du dernier quinquennat, et maintenant il veut le faire de manière plus profonde sur la question des retraites. Et c'est profondément injuste. Et en plus, effectivement, comme l'a dit Mélanie, avec à la fois le manque de légitimité politique du gouvernement actuel et la procédure choisie, même si Laurent Fabius a indiqué qu'il y avait un certain nombre de risques constitutionnels, mais ces risques constitutionnels par ce qui a été choisi par le gouvernement, c'est-à-dire de porter cette réforme des retraites par un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, peut aussi nous réserver des difficultés. Et là, je reviens à ta question sur ce qui concerne les Français de l'étranger. Parce qu'à partir du moment où on utilise ce type de véhicule législatif pour faire une réforme, on ne peut pas tout mettre dans le projet de loi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui pourraient être considérées comme des cavaliers parce que non conformes à la loi organique qui cadre les lois de finances de la sécurité sociale. Donc c'est assez problématique. Et quand on voit finalement ce qui se passe, parce que finalement, effectivement, l'État a un problème de budget. Sauf qu'en fait, il a un problème de budget et il faut y répondre par des recettes budgétaires. Il ne faut pas y répondre en taxant ce qui finalement fonctionne bien, c'est-à-dire la protection sociale. Le corps indique vraiment que sur les prochaines années, il n'y a pas de problème de financement. On peut dire comme ça à doigt mouillé, ah, la démographie, ça baisse, il y a moins d'enfants, et puis l'espérance de vie, ça augmente. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on regarde. Si on regarde les choses, il faut les regarder par rapport au PIB. Et le corps montre bien, tous les rapports montrent que par rapport au PIB, le coût des retraites est, depuis quelques années, stabilisé. Ce qui veut dire que ça n'a on peut s'interroger sur le fait de savoir si les retraites seront suffisantes à l'avenir, mais en tout état de cause, aujourd'hui, le système tel qu'il est ne pèsera pas plus demain sur le PIB qu'aujourd'hui. Donc, finalement, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça marche. Alors, pour ce qui concerne ce qui touche les Français de l'étranger, à partir du moment où, pour le calcul d'une retraite du régime général, en France, bien entendu, quand on parle Français de l'étranger, il n'y a pas que les Français de l'étranger. En fait, moi, les Français de l'étranger, et je pense à toutes les personnes qui sont mobiles, parce qu'en réalité, finalement, on a un système avec 33 régimes de retraite de base et complémentaires qui ont été conçus à un moment où finalement la plupart des gens faisaient des carrières linéaires. Ils rentraient dans un métier, ils finissaient dans un métier, et finalement, il y avait un régime de retraite qui leur assurait l'ensemble de leur retraite. Ça n'est plus la base et le complémentaire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez probablement la moitié des Français qui sont polypensionnés, et finalement, les Français qui vivent hors de France ou ceux qui ont fait une partie de leur carrière à l'international, ils font partie des polypensionnés, avec deux questions par rapport au calcul. En particulier, là, je vais rester sur le régime général. Vous savez que la retraite du régime général, elle est calculée sur la base d'un taux qui est fonction du nombre d'années cotisées. Ensuite, elle prend en compte les 25 meilleures années de cotisation. Et enfin, c'est le ratio entre le nombre d'années cotisées et le nombre d'années totales exigées. Et ça, c'est pour la retraite française. Bien entendu, si vous avez travaillé à l'étranger, vous pouvez aussi avoir droit à une retraite à l'étranger, mais là, pour le coup, ça dépendra des paramètres du régime de protection sociale du pays dans lequel vous avez vécu. Le taux de la retraite est calculé, si on exige 43 années et que vous avez fait 10 années à l'étranger, bah, si on ne prend pas les 10 années en compte, ça veut dire que vous n'aurez pas les 43 années. C'est donc, par conséquent, c'est une difficulté. Alors, quand vous avez travaillé dans l'Union européenne, les années travaillées dans l'Union européenne et cotisées dans l'Union européenne vont permettre d'améliorer votre taux. Si vous avez fait 5 années en Irlande, 3 années en Belgique, ces 8 années, elles vont pouvoir être intégrées pour calculer le taux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez fait 8 années hors de France dans l'Union européenne, pour avoir le taux maximum, il suffit d'avoir fait 35 années en France. Si par contre vous avez fait une carrière à l'international dans plusieurs pays, vous ne pourrez pas aujourd'hui bénéficier de plus que d'une convention de sécurité sociale. C'est-à-dire que vous ne pourrez intégrer dans le calcul de votre taux
que les années d'une expatriation, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 années au Portugal et 10 années au Canada, eh ben, il faudra choisir entre les années portugaises ou les années canadiennes pour pouvoir calculer, bénéficier d'un meilleur taux. Deuxième problème pour les Français qui ont fait une partie de leur carrière à l'international, mais aussi d'une manière générale, tous les pensionnés, c'est qu'à partir du moment où on vous calcule les années sur vos 25 meilleures années cotisées, si vous avez fait une carrière de 20 ans en France, ce n'est pas les 25 meilleures années sur 43 qu'on va vous prendre, comme quelqu'un qui aurait cotisé 43 ans sur le régime général. Non, on va vous prendre les 20 ans de cotisation en France, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises années. Et donc, en fait, sur le calcul de la retraite, non seulement vous pouvez être impacté sur le taux, mais vous allez être impacté sur la moyenne des meilleures années. Voilà. Et après, bien entendu, mais ça, c'est assez logique, à partir du moment où vous avez cotisé, par exemple, que 20 ans sur 43, bah, vous allez avoir un ratio de 20 sur 43 en termes de retraite, ce qui conduit donc à la fin à devoir aussi compter sur la partie étrangère de votre retraite. Alors là, bien entendu, la partie étrangère, ce n'est pas nous qui pouvons en parler parce que ça dépend du pays. Il peut y avoir des pays où vous pouvez avoir des droits ouverts dès la première année. Vous pouvez avoir des pays où les droits ouverts vont être aussi fonction du nombre d'années cotisées en France. Il y a d'autres pays, malheureusement il y en a pas mal, où ils demandent un nombre d'années minimum de cotisation pour ouvrir des droits à la retraite. Et donc ça, il faut faire très attention parce que vous pouvez vous retrouver avec, par exemple, 3 années cotisées en Italie qui vous engendrent probablement, d'après ce que j'ai compris, aucune retraite en Italie, même si ces 3 années vont pouvoir permettre d'améliorer le taux en France. Donc, par rapport à la réforme des retraites que nous avons aujourd'hui, à partir du moment où on demande plus d'années de cotisation, il va être encore plus indispensable de pouvoir comptabiliser l'ensemble des années cotisées à l'étranger. Donc ça va faire partie des choses sur lesquelles on va devoir se mobiliser. Bien entendu, la mobilisation d'ordre 1, c'est pour que la réforme ne passe pas. La mobilisation d'ordre 2 et une mobilisation d'ordre 2 parce qu'en réalité, ce type de choses, ce ne sont pas des choses qui pourront être écrites dans la loi. Ce sont des choses qui devront être écrites dans les règlements, dans l'application de la loi derrière. Et donc, sur ce qui est de la manière de calculer le taux en prenant en compte les années de cotisation dans plusieurs pays, je crois qu'on peut de toute façon, et c'est un combat, j'allais dire, presque indépendant du combat contre la réforme des retraites que nous devons mener parce qu'il est important pour améliorer le taux. La question des 25 meilleures années, là, pour le coup, c'est dans la loi. Et il va falloir se battre, et il faudra se battre parce que ça ne concerne pas simplement les personnes qui ont fait une carrière à l'international, mais ça concerne aussi les personnes qui ont été cotisants, par exemple, qui ont été fonctionnaires pendant 20 ans et qui ont été 20 ans ou 25 ans sous le régime général. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on peut aussi regarder un certain nombre il y a un certain nombre de points qui mériteront aussi d'être la manière dont on calcule les pensions de réversion. On peut avoir aussi une réflexion. Je vois quelques économistes qui évoquent, parce que bien entendu, quand on s'expatrie, vous pouvez aussi avoir une question du conjoint qui ne travaille pas ou qui va avoir du mal à trouver un emploi. Et par conséquent, une réflexion sur la capacité de transférer des trimestres cotisés entre conjoints. À quelles conditions? Je vois qu'il y a des économistes qui écrivent des choses là-dessus. Bon, voilà, on pourrait ouvrir le débat et avoir une réflexion sur le sujet. Je crois aussi qu'il faut aussi regarder ce qui se passe par rapport à des personnes qui veulent cotiser par le biais de la CFE à la retraite française. Et aujourd'hui, les conditions sont trop restrictives pour les personnes qui n'ont jamais vécu en France. Et je crois aussi qu'il faut avoir une réflexion sur, en particulier, les personnes qui sont obligées de prendre des disponibilités alors qu'elles sont titulaires de l'éducation nationale et qui travaillent dans d'autres établissements français à l'étranger. Donc, il y a aussi une réflexion sur la question, sur les fonctionnaires détachés à l'étranger. Voilà, il y a plusieurs points qui doivent nous mobiliser. Moi, j'ai fait un courrier au ministre de l'Emploi sur le sujet. La commission
il y a eu la lettre de plusieurs conseillers des Français de l'étranger sur le sujet. Il y a eu aussi une lettre de Florian Bohème, président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais ce sont des points sur lesquels la plupart des choses pourront être évoquées de manière réglementaire. C'est-à-dire que voilà, moi je vais prendre le débat parlementaire, et je crois qu'il faut prendre le débat parlementaire qui arrive sur ce sujet comme une occasion de parler de nos difficultés particulières, mais tout en n'oubliant pas que finalement, le plus important, c'est quand même de gagner la bataille, c'est-à-dire que ce projet de réforme des retraites ne passe pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le débat politique global que Mélanie a évoqué, et après, un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'on avance nos préoccupations et qui méritent d'être pris en compte, parce qu'à partir du moment voilà, où on augmente les exigences, ben, la partie de carrière faite à l'étranger est aussi importante. Alors, il y a aussi un sujet, c'est la coordination des départs à la retraite quand finalement, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes âges de départ à la retraite. Ça, c'est assez compliqué, mais c'est aussi quelque chose qui peut être problématique si, par exemple, dans un pays, vous êtes à l'étranger et à 60 ans, et je sais que c'est le cas, par exemple, au Maroc, la plupart des gens doivent partir parce que de toute façon, sinon, ils n'obtiennent même plus le permis de travail. Et par conséquent, à partir du moment où on repousse la possibilité de demander la retraite à 64 ans, âge légal, ça veut dire que finalement, les gens ne pourront pas travailler pendant 4 ans et n'auront pas de retraite pendant 4 ans, alors qu'ils ne pourront plus travailler dans leur pays de résidence. Donc ça, c'est aussi une difficulté qu'il faut avoir et qui sera de plus en plus sensible. Enfin, je pense au Maroc parce que j'y étais il n'y a pas longtemps et c'est une situation sur laquelle j'ai été plusieurs fois interpellé. Mais ce ne sera pas le seul pays où le décalage des âges de départ à la retraite peuvent aussi poser des difficultés pendant quelques années aux personnes concernées. Là, François, il faut que tu mettes ton micro. François, on ne t'entend pas. Très juste. Donc, merci Jean-Yves. Et avant de continuer à approfondir le cas des Français de l'étranger, ce sera Martine qui nous en parlera, j'aurais quand même une question à poser à Jean-Yves et à Mélanie sur quelles sont les contre-propositions de la NUPES face à cette réforme des retraites. Puisqu'il va y avoir ce débat parlementaire ces jours-ci, quelles sont les grandes idées, les grandes propositions de la NUPES? Alors que ce soit Jean-Yves ou Mélanie, comme vous voulez. Bon, je vais commencer par deux mots, puis sur le sujet. Bon, d'abord, notre mobilisation, elle est contre une réforme qu'on estime inutile, avec des présupposés qu'on estime, quand ils sont donnés, qui sont faux, c'est-à-dire augmenter, parce que c'est-à-dire la question démographique et l'espérance de vie, c'est faux, on le voit, et même le corps dit le contraire, donc en fait, le gouvernement n'est pas très content. Donc, on dit que cette réforme n'est pas utile par rapport aux présupposés que le gouvernement avance. En réalité, c'est un hold-up parce qu'il y a un problème de dépenses publiques sur les comptes de l'État. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que ce soit l'État qui trouve d'autres ressources. Et si on veut même s'intéresser, parce que c'est vrai que ce ne serait pas inutile d'augmenter les retraites, alors oui, quelles sont les propositions? Augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, logiquement, les cotisations, elles augmentent, et à partir de là, il y a plus de recettes. Deuxièmement, supprimer un certain nombre d'exonérations sur les cotisations des bas salaires, qui font qu'en réalité, d'abord, c'est des trappes à bas salaires, et deuxièmement, sur les salaires les plus bas, finalement, il n'y a pas énormément de cotisations qui rentrent. Et troisièmement, améliorer le taux d'emploi des seniors. Plus on aura de personnes de plus de 55 ans qui continuent à travailler, et meilleur on aura, plus on aura de cotisations, et finalement, ça sera tout bon pour le système de retraite sans avoir à changer les paramètres. Donc, parce que ce n'est pas inutile aujourd'hui de travailler à une augmentation des retraites, et pour augmenter les retraites, voilà, augmentation des salaires, augmentation des taux de cotisation, en particulier pour les bas salaires, en supprimant un certain nombre d'exonérations, et un
un certain nombre de politiques pour améliorer le taux d'emploi des seniors. Merci. Mélanie? Ouais, je vais peut-être compléter parce que je partage évidemment ce que Jean-Yves a dit. Effectivement, il y a un aspect qui est complètement euh, mis de côté dans tout le débat, c'est évidemment l'augmentation des salaires, puisque l'augmentation des salaires, c'est à la fois l'augmentation du pouvoir d'achat dans le présent, mais c'est aussi l'augmentation du pouvoir d'achat dans l'avenir, puisque vous savez toutes et tous que quand on est de gauche, on ne dit pas que les cotisations sociales sont des charges, ce ne sont pas des charges, ce sont du salaire différé. Et donc, ce qu'on dépense en cotisation sociale, c'est ce qu'on récupère comme pouvoir d'achat après. Et donc, évidemment, un des aspects les plus importants pour augmenter le niveau de vie des retraités, c'est augmenter le niveau des salaires. Et augmenter le niveau des salaires, c'est au fond mettre en place des règles de redistribution, de distribution des richesses au sein des entreprises, avec par exemple des règles d'écart maximum entre les salaires les plus bas, les salaires plus élevés, etc., qui peuvent, des règles aussi de seuil maximum de distribution des bénéfices envers les actionnaires, envers les salariés, etc. Tout ce qui peut, au fond, contribuer à ce que la richesse produite soit mieux distribuée au sein de la société, puisqu'en fait, ça a un impact direct sur le financement de notre système de protection sociale, y compris des retraites. Au-delà de ce qu'a dit Jean-Yves, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est assez important en termes de société à voir, à repenser dans notre rapport général au travail. C'est que de façon générale, en tout cas des écologistes, on est dans une démarche de réflexion plus large sur, au fond, la place du travail dans la vie, et notamment le fait qu'on puisse plus facilement qu'aujourd'hui, parce que ce sont des choses qui sont possibles mais qui sont mal utilisées, au-delà de la question de l'âge, qui est parfois une question, un âge brut comme ça, bon, 62 ans, il y a des gens pour qui ce sera toujours trop tard, 64 ans aussi, peut-être 60 aussi. Et puis moi, je vais pouvoir travailler jusqu'à 67 ans, très probablement, puisque je ne soulève pas des charges tous les jours, je ne suis pas exposée à des substances chimiques, etc. C'est de pouvoir aussi, au-delà de l'amélioration des critères de pénibilité, etc., avoir un partage dans sa vie au total plus équilibré entre le travail et le temps où on ne travaille pas, et notamment pouvoir sans doute entrer dans la retraite de façon plus progressive, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile en fait de partir à la retraite brutalement, d'avoir travaillé, puis soudainement le lendemain de ne plus travailler. C'est quelque chose qui est pas facile, et que toute la question de l'emploi des seniors doit être aussi repensée pour pouvoir éventuellement aller progressivement sans perte de pouvoir d'achat vers la retraite, et à partir d'un certain âge, diminuer sa part de travail hebdomadaire sans rentrer à 100% dans la retraite, sans perdre de pouvoir d'achat, de pouvoir avoir des moments de la vie plus longs où on travaille encore un peu et puis on est aussi un peu à la retraite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est dur en fait de passer brutalement entre guillemets, d'un état à l'autre. Voilà, on a beaucoup de propositions chez Europe Écologie Les Verts, et elles sont assez longues, je ne vais pas tout faire ce soir, mais je voulais juste compléter sur ce qu'a dit Jean-Yves avec ces deux notions. Merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Donc, au niveau des Français de l'étranger, on voit que le problème est que cette réforme ne prend pas en compte les Français de l'étranger, qu'on a un problème sur le calcul du revenu annuel moyen, puisque pour les Français qui ont fait toute leur carrière en France, ça va être calculé sur les 25 meilleures années travaillées, alors que pour les Français et les Françaises de l'étranger, si on a ce même calcul qui est calqué vraiment pour tout le monde de la même façon, ce calcul est défavorable à l'étranger, puisqu'il va prendre aussi les périodes qui sont moins cotisées, donc elles ne vont pas être sorties de ces périodes moindres, vont être calculées dans le revenu annuel, ce qui va péjorer les Français à l'étranger.
Et avec l'augmentation des semestres prévus par la réforme, ça pénalise d'autant plus les Français de l'étranger puisqu'ils ont moins de semestres et risquent de subir la décote de 25%. Mais pour plonger dans le concret des Français de l'étranger, je pense que Martine, qui est élue conseillère des Français de l'étranger, peut nous illustrer un peu les difficultés actuelles que les Françaises et les Français rencontrent. Bonsoir, oui, merci. Merci d'abord d'avoir développé cet aspect politique. Alors moi, j'aurais plutôt un retour de terrain. Merci à Jean-Yves Jean-Yves et à Mélanie. J'ai un retour de terrain. Nous avons vu apparaître, il y a 2 décennies environ, ce que j'ai appelé, moi, des exilés sociaux, donc des retraités qui ont commencé à venir s'installer dans un certain nombre de pays de l'hémisphère sud. Alors, certains avaient commencé par l'Europe, parce qu'ils vont traditionnellement au soleil et que malheureusement, la vie à Nice, sur la Côte d'Azur, est hors de leur capacité financière. Et donc, ils ont commencé à aller au Portugal et en Grèce. Ces 2 pays ayant connu un développement important, évidemment, on a commencé à voir arriver en Tunisie, au Maroc, ou plus loin en Thaïlande, des retraités avec de faibles revenus. À ce moment-là, c'était entre 500 et 700 euros. Et au fil des années, compte tenu de la parité entre les monnaies locales et l'euro, ces gens se sont retrouvés avec des revenus confortables localement. Sauf qu'ils arrivent en bonne santé. Effectivement, ce sont d'ailleurs souvent des femmes. Je voudrais rappeler quand même que j'ai des chiffres là sous les yeux. Il y a une vraie dissymétrie entre hommes et femmes, puisque les femmes retraitées sont nettement moins bien traitées. 50% d'entre elles perçoivent une pension mensuelle qui est inférieure à 1 000 euros, contre 20% pour les hommes. Voilà. Alors ils sont partis, ils ont choisi de quitter la France. C'est une catégorie de Français à l'étranger. Et puis il y a tous les recrutés locaux qui ont, eux, pour certains, cotisé effectivement, et ce sont ceux dont Jean-Yves parlait tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle des polypensionnés. Vous savez que désormais, l'État se comporte comme tous les autres employeurs, hein, et que le statut d'expatrié a une limite dans le temps. Ceux qui désirent rester en expatriation se retrouvent avec des contrats locaux et la réglementation y afférente. Je prends l'exemple de la Tunisie où je vis. L'âge de départ à la retraite ici est de 62 ans. Et nous voyons de plus en plus de Français solliciter des aides sociales de façon, Jean-Yves a évoqué la question tout à l'heure, je pense que c'est la même chose au Maroc, des gens qui n'ont pas la possibilité encore de demander leur retraite française, qui se retrouvent en difficulté et donc pour lesquels nous versons des aides sociales afin de faire la jonction entre le moment où ils arrivent à la retraite en Tunisie et le moment où ils pourront solliciter ils attendent le plus longtemps possible parce que évidemment les décotes sont très importantes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais chaque année perdue chaque trimestre perdu entraîne une décote, donc une baisse de la pension, et ces gens font appel aux services sociaux du consulat de façon à faire la jonction et entre le moment où ils vont être à la retraite et celui où ils vont pouvoir obtenir
la totalité de leur pension en France. Nous sommes dans des pays où il y a des conventions qui leur permettent de cumuler les trimestres travaillés en France et les trimestres travaillés en Tunisie ou au Maroc. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas partout. Je ne connais pas toutes les conventions qui sont appliquées. Il faut savoir malgré tout que, évidemment, ces salaires locaux n'ont aucune comparaison, sont sans comparaison avec les salaires et les pensions versées en France. En bref, nous avons très très peu de Français installés durablement dans nos pays qui perçoivent une pension complète, très clairement. Alors, il y a le rachat. Pendant longtemps, on nous a parlé du rachat ou de cotisation volontaire à la CFE. Pour la raison que j'ai évoquée précédemment, lorsque l'on perçoit des salaires en revenu local, et même lorsqu'il s'agit de salariés un peu privilégiés, ceux qui travaillent dans nos services et dans les postes, le montant des cotisations qu'ils doivent verser, des cotisations volontaires qu'ils doivent verser, est tellement élevé qu'ils sont très, très peu nombreux. Je me souviens, il y a quelques années, avoir demandé le chiffre, ils étaient moins, en Tunisie, ils étaient moins de 10 à cotiser volontairement à la CFE pour compléter leur retraite. Autrement dit, ce sont des gens, il n'y a que les gens qui ont déjà des revenus confortables, ou plus que confortables, qui se permettent de cotiser volontairement via la Caisse des Français à l'étranger. Voilà, brièvement, ce qu'il faut dire, la situation est peu brillante et malheureusement, ça risque avec cette réforme mise en place, la crainte est que cette situation se détériore au fil des années. Mais je veux dire que cet exil fiscal est vraiment une des conséquences de la situation de nos retraités en France qui, de toute façon, évidemment, ne sont pas imposables, sont souvent en dessous des minima sociaux et on aurait tort que souvent, mais pourquoi restent-ils pas en France pour toucher les minima sociaux? Non, parce que ça ne résout pas, tout le monde sait que ça ne résout pas l'ensemble des problèmes et qu'il est, je pense à la chanson de Charles Aznavour, la vie est plus facile au soleil. Oui, elle est plus facile dans nos pays, il est plus facile de trouver des aides à domicile, le lien social aussi est plus facile, la solidarité est une réalité et la crainte, effectivement, c'est que ceci représente un mouvement qui verra arriver ou s'installer dans un certain nombre de pays des gens qui seront de plus en plus en mauvaise santé, effectivement. Merci Martine. Je ne sais pas si Mélanie et Jean-Yves veulent ajouter quelque chose ou sinon on commencera à voir les questions que nous avons reçues pour, je dirais, ouvrir un débat autour de cette question de la réforme. Alors, dans les questions si tu permets, peut-être François, oui, vas-y. Des remarques. D'abord, en fait, il faut, quand on parle des pensions à l'étranger, ça ne touche pas que les Français. Hein. Il faut savoir qu'il y a 8% des retraites qui sont versées, des retraites du régime général qui sont versées à l'étranger. Hein. 8%, 51% dans l'Union européenne, 41% en Afrique du Nord et le reste, et les 8% qui restent dans le reste du monde. Mais c'est vrai que le phénomène qu'indique Martine a deux conséquences. La première, c'est aussi des besoins d'assurance maladie.
pour les personnes retraitées, avec le gouvernement qui a posé une condition de 15 ans, sauf dans un certain nombre de pays, compte tenu des conventions de sécurité sociale, pour avoir droit à la prise en compte des soins lors de séjours temporaires en France. Deuxièmement, il faut faire gaffe, suivant les sources de la retraite, vous êtes imposé dans votre pays de résidence ou en France. Même une retraite petite dans un pays de résidence où le niveau de vie est très faible, ça peut avoir des incidences sur un taux d'imposition. Et ce qu'on constate, compte tenu de ce que dit Martine, c'est qu'effectivement, quand on a 62 ans et que tout va bien et ça va, mais on voit derrière des gens qui, après avoir été 15 ans dans un pays un peu lointain, ont perdu les liens avec leur famille et deviennent en situation de dépendance sans avoir aucune capacité finalement de se faire aider par quiconque. Voilà, donc ça c'est aussi une difficulté qu'on rencontre dans un certain nombre de pays de plus en plus, voilà, avec des retraités qui prennent qui sont de plus en plus âgés. Voilà nos préoccupations spécifiques en plus. Tout à fait. D'accord, Jean-Yves. Nous avons une cinquantaine de questions, donc bien sûr, on ne peut pas pouvoir répondre à toutes ces questions. En plus, je voudrais dire aux participants que nous ne pouvons pas répondre à des cas personnels et expliquer les démarches à suivre pour obtenir une retraite quand on est français de l'étranger. Ce n'est pas, je dirais, le sujet de ce webinaire. Par contre, vous pouvez ensuite nous poser des questions, que ce soit à Français du Monde ou à nos sénateurs. Alors, dans les questions que nous avons reçues, on nous demande, mais nous, Français de l'étranger, qui sommes contre cette réforme de la retraite, comment on peut manifester? On ne peut pas faire des marches comme vous faites en France. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, je vous pose cette question à nos intervenants. Bien sûr, il y a des pétitions qui circulent, donc vous pouvez déjà signer ces pétitions, mais il y a peut-être d'autres actions, je ne sais pas. Voter, Voter, oui, ça voter, c'est une bonne idée. Il y a 3 très bonne idée. voter, Voilà. c'est important. Non, mais c'est lancé comme une boutade. Mais étant donné que voilà, tout est lié, nous le savons, il n'y a pas de voilà, tout est lié. Nous nous opposons à nous opposons à cette réforme. C'est évidemment une opposition politique. Et lorsque je vois et les gens qui posent cette question ont parfaitement raison. On ne peut pas descendre dans la rue, même si de manière très exceptionnelle, ça s'est déjà fait. On peut aller manifester devant le consulat, mais à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à Paris pour participer aux manifestations. Par contre, il y a une façon de se manifester quand on est citoyen, c'est de voter. Et malheureusement, c'est l'occasion de dire que le taux de participation aux élections en général est désespérément faible. Donc, je le dis et je le répète, chaque fois qu'il y a une élection, allez voter. Et faites voter votre entourage pour multiplier les électeurs. Et il y a 3 circonscriptions où on vote au mois d'avril. Voilà, c'est exactement ce que je voulais indiquer. Non, mais sinon, alors, effectivement, je pense que je comprends la question et c'est vrai qu'on peut se sentir comme ça un peu frustré parce que, et tant mieux hein, d'avoir tellement envie de participer au mouvement social massif en France et de se dire, mais moi, je ne peux pas y aller. D'abord, je pense qu'il y a eu beaucoup d'images de Françaises et de Français qui étaient mobilisés un peu partout dans le monde. On a parfois l'impression, quand on est je sais pas, quelques dizaines devant l'ambassade ici ou là, que c'est pas grand-chose, mais en fait, ça participe malgré tout à montrer l'ampleur de la mobilisation. Et donc, ne sous-estimez pas malgré tout ces mobilisations. Il y a une autre chose, je pense, qui est importante, c'est en particulier toutes celles et ceux qui vivent dans des pays qui ont fait exactement ce qu'est en train de faire la France, c'est-à-dire de faire une réforme paramétrique pour augmenter l'âge légal de départ à la retraite et qui ont eu comme conséquence un appauvrissement des seniors et de témoigner de ça.
et de dire que toutes les personnes qui sont dans un système qui ressemble à ça, parce que malgré tout, on a en France, et ça, je pense qu'il faut le répéter, un système qui, malgré tout, aujourd'hui, même si nous voudrions l'améliorer, il permet disons, de maintenir, il fonctionne dans le sens où il permet de maintenir un niveau de vie voilà, pour les personnes retraitées. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand on regarde dans l'Union européenne, parce que souvent le gouvernement nous dit bah, il faut le faire parce que regardez, ailleurs au niveau européen, bah, ils partent à la retraite plus tard. Oui, c'est vrai. Et est-ce que du coup c'est bien? Bah, peut-être pas, parce que généralement ils ont un niveau de précarité chez les seniors qui est bien plus élevé qu'en France. Et donc c'est bien parce qu'on a un système de retraite qui est malgré tout relativement protecteur, qu'on a une espérance de vie qui est plus élevée et un niveau de précarité des seniors qui est plus faible tendanciellement. Et donc je pense que pour moi, l'apport des Françaises et des Français de l'étranger dans le débat public français, c'est aussi d'être les témoins des situations qui marchent et des situations qui ne marchent pas. Et donc, dites-le quand vous vivez dans des pays où le système est meilleur, où le système est pire et qui va dans la direction dans laquelle on s'engage, n'hésitez pas à le dire. Et enfin, je voulais juste rebondir sur ce que disait Martine, ce que disait Jean-Yves. C'est pas une boutade, c'est vrai. Il y a 3 partiels pour les Français de l'étranger là en avril. Et on a vu les partiels qui ont eu lieu en France, un mouvement assez intéressant, parce que vous savez que traditionnellement, habituellement, quand il y a des élections partielles, la plupart du temps, les sortants sont reconduits. C'est une règle un peu électorale, un peu facile. Voilà. Il y a eu 3 élections partielles là, très récemment, et il y a eu 2 sortants qui ont perdu. Et donc, je pense qu'on est dans un moment politique en France très particulier où cette règle ne va pas forcément fonctionner, et que faire perdre le gouvernement dans ces élections-là, qui peuvent paraître comme ça, bon, bah, c'est une élection, machin, mais qui perdent des sièges ou qui voient leur score baisser, ça permet non seulement, on espère, d'élire des députés qui vont venir renforcer les rangs de ceux qui ont voté contre la réforme à l'Assemblée nationale, et puis au Sénat bientôt, mais aussi d'envoyer un signal très fort au gouvernement qu'ils vont perdre. Et donc, c'est pas une boutade, allez voter, et allez voter pour des députés, pour des candidats et des candidates qui luttent contre cette réforme. Et comment se place-t-on par rapport aux autres pays européens? Car le gouvernement nous dit que nous partons à la retraite avant les autres. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez des données par rapport à notre système, par rapport aux autres pays européens? Alors, je connais plus par cœur, il faudrait que je revoie les chiffres, mais effectivement, on a un niveau de départ à la retraite qui est plutôt dans la moyenne, plus basse au niveau européen. Et après, c'est à voir, c'est quoi la conséquence des pays qui ont augmenté l'âge légal de départ à la retraite. Et vous avez peut-être entendu il y a quelques semaines le Suédois qui avait été l'architecte en charge de s'apparente à une caisse de retraite en France, en Suède, qui a dit ne faites pas ce qu'on a fait. Ne faites pas ce qu'on a fait, parce qu'en fait, la conséquence que ça a eu, c'est que beaucoup de gens en fait n'ont pas pu travailler jusqu'à l'âge légal parce que c'était trop tard. Et du coup, ils n'avaient pas de carrière complète, du coup, ils ont eu des retraites plus faibles, et du coup, ils se sont paupérisés. Et la conséquence a été une précarisation de la population. Et donc, oui, c'est vrai, on part plutôt à la retraite plus tôt en France que la moyenne, même s'il y a des pays où c'est aussi plus tard, ou alors avec des durées de cotisation plus faibles. Mais ça va avec des facteurs qu'on considère, en tout cas pour ma part, comme positifs, qui sont une espérance de vie globalement haute et un taux de précarité des seniors en moyenne plus faible. Oui, puis il faut faire attention à une chose, c'est que souvent, en fait, on compare l'âge légal auquel on a le droit de demander une retraite
avec l'âge moyen de départ à la retraite ou l'âge auquel on part en retraite dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comparer 62 ans avec l'âge dans un autre pays. 62 ans, ce n'est pas l'âge auquel les Français partent à la retraite, c'est l'âge auquel on a le droit de demander sa retraite. Et tout le monde ne le fait pas à 62 ans, parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas le taux plein à 62 ans. Et donc, en fait, on ne peut pas regarder 62 ans et comparer aux autres pays européens. Voilà, il faut comparer les choses qui sont comparables. Or, chaque système est tellement différent que ça rendait, c'est très très difficile. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas comparer. En France, il faut regarder l'âge moyen, il ne faut pas regarder 62, parce que 62, c'est l'âge auquel on a le droit, mais souvent avec une énorme décote. Justement, dans le chat, on voit que beaucoup de personnes réagissent par rapport au pays où ils résident à l'étranger, où ils ont travaillé, et se posent la question des conventions qu'il y aurait avec la France pour la reconnaissance des trimestres pris en compte par la France. Et on peut se poser la question d'un point de vue général, sans rentrer dans chaque système et répondre à chacun. Est-ce que c'est vraiment ces conventions qui sont la solution, ou est-ce que c'est pas plutôt la base française et une réglementation française sur la reconnaissance des trimestres, par exemple, qui serait la solution à la place de passer des conventions de toutes parts et que chacun se pose sa question sur sa situation individuelle? Sur le plan formel, je peux donner, je te laisse la parole, Jean-Louis ou Margot, mais sur le plan formel, on peut conseiller à tout le monde, là j'ai vu un certain nombre de questions, j'ai répondu à 2 ou 3, de consulter le site du CLES, Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, CLEISS.fr, sur lequel ils trouveront réponse à la plupart de leurs questions et sur lequel figurent toutes les conventions avec les textes. Enfin voilà, c'est un site particulièrement bien fait. Absolument. Ce qu'on doit dire, c'est que d'une manière générale, les conventions de sécurité sociale, elles prévoient la situation où les personnes doivent demander la liquidation de leur retraite par le biais de l'organisme d'assurance retraite de leur pays de résidence, ce qui peut poser des difficultés en termes de coordination et d'échange d'informations et de rapidité des échanges d'informations entre le pays de résidence et la France. C'est aussi vrai dans l'Union européenne. Vous demandez la liquidation de votre retraite en prenant en compte l'ensemble de ce que vous avez pu faire dans l'Union européenne, dans votre pays de résidence. Ça, c'est la coordination européenne. Mais ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque pays. Le problème que nous avons en France, c'est que à partir du moment, alors la réforme avec les points que Macron voulait faire il y a 2 ans, elle était différente. Elle faisait plus par le nombre d'années, donc là, c'était différent. À partir du moment où on a un calcul de taux et on a un nombre d'annuités, il est essentiel de pouvoir avoir le maximum d'années. Et donc, en fait, il faut effectivement, et nous, on se mobilise pour avoir des pays, pour qu'il y ait des pays qui rentrent, qui signent des conventions de sécurité sociale. Bien entendu, s'il n'y a pas de convention de sécurité sociale, il n'y a pas d'échange d'informations, donc il n'y a pas la capacité de vérifier que la personne a fait des cotisations. Je pense au Burkina Faso, parce que ça fait partie des pays avec lesquels j'essaye d'obtenir qu'on entre en négociation. Si on a fait des trimestres au Burkina Faso, ils ne seront pas pris en compte parce qu'on n'a pas de convention de sécurité sociale, donc pas d'échange d'informations. Donc la convention, elle est essentielle pour pouvoir échanger les informations et savoir que finalement on a fait les… et dire comment est-ce qu'on échange les informations. Et alors, on a un problème strictement français, qui est que jusqu'à présent, l'exécutif, le gouvernement, considère qu'il ne peut pas donner le bénéfice de plus d'une convention internationale. Et c'est la raison pour laquelle, soit on vous prend vos trimestres en Europe, mais si vous avez fait 2 pays différents qui ne sont pas des pays de l'Union européenne, alors là, pour le coup, ça pose problème. Et ça, c'est quelque chose qui est franco-français, la manière d'interpréter les choses. En fait, ils nous disent, écoutez, on a fait une convention avec le Canada, on a fait une convention avec… on a notre règlement européen, mais le Canada n'est pas dans l'Union européenne, donc il n'y a aucune raison de faire comme s'il y avait un accord entre le Canada et l'Union européenne. Or, ce serait ça. Or, c'est faux. C'est juste pour le calcul de la retraite française, le calcul du taux. Et ça, moi, j'avais fait adopter un amendement au moment de la réforme Touraine sur le sujet au Sénat, mais ça n'avait pas été repris à l'Assemblée nationale. Mais il va falloir repartir à l'attaque. Et de toute façon, à mon sens, ce n'est même pas nécessairement du législatif, ça peut être du réglementaire, c'est-à-dire que peut-être qu'on arrivera à convaincre, quoi qu'il arrive, et si le gouvernement un jour de dire, écoutez, quand même, vous exigez les trucs, les années, ça serait bien que toutes les années cotisées à l'étranger, elles soient comptées. Dès lors qu'il y a une convention de sécurité sociale, parce que ça, c'est indispensable pour qu'il y ait des échanges d'informations. Dit autrement, il s'agirait
il s'agirait non pas de contraindre les pensionnés, enfin ceux qui demandent leur retraite, non pas les contraindre à choisir entre une Absolument. convention ou une autre, mais d'autoriser, de permettre que ces conventions soient additionnées. Absolument. Et ça, il faut qu'on l'obtienne. C'est qu'il n'y a pas seulement le problème des années, il y a tout ce problème des carrières hachées, mais il faut voir aussi que dans de nombreux pays, les niveaux de vie sont très inférieurs et donc les salaires sont très inférieurs. Et donc les cotisations sont très basses. Ce qui fait qu'un Français qui est dans certains pays d'Afrique, d'Amérique latine, si au moment de la retraite, ils veulent revenir en France, c'est pratiquement impossible aussi. Tout à fait, François. Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce qu'il y a des propositions aussi là-dessus? Parce que je comprends très bien les propositions sur les conventions. Plus on aura de conventions, mieux ce sera. Il faut changer ce système d'une seule convention, mais au niveau des niveaux de retraite, que propose-t-on? Alors déjà, les systèmes de retraite dans un certain nombre de pays ne sont pas liés à des cotisations. Vous pouvez avoir des pays qui donnent je pense à l'Australie, qui verse une retraite qui est liée, la retraite de base, elle est liée au fait qu'on habite en Australie. Donc, voilà, ça pose un problème. Il y a aussi des pays dans lesquels où de toute façon les retraites ne seront pas transférables parce qu'il y aura un problème de convertibilité. Donc, il y a ce sujet aussi. Mais en tout état de cause, après, si on rentre en France, on rentre dans le droit commun. Et donc, effectivement, sinon, ça va être le minimum. Il y aura éventuellement droit au minimum contributif si on n'a pas de retraite étrangère, et les autres prestations sociales qui peuvent être, auxquelles on peut avoir droit quand on est en France et qu'on a un revenu qui est inférieur. Hein. Ça va aussi être le cas, par exemple, des personnes qui ont des pensions de réversion qui sont loin de leur permettre d'être au-dessus d'un minimum pour pouvoir vivre. Y a-t-il d'autres propositions qui sont faites par nous? Sur un sujet que j'ai effleuré tout à l'heure, qui est celui des femmes, qui sont beaucoup plus durement touchées par cette question des retraites. Nous le voyons ici, d'abord parce traditionnellement, elles ont une espérance de vie qui est supérieure. Elles ont souvent sacrifié une partie de leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Enfin bon, voilà, elles ont souvent des carrières, beaucoup plus souvent que les hommes, des carrières incomplètes. En tout cas, pour la génération qui est à la retraite depuis 10, 15 ou 20 ans, enfin voilà, c'est une constatation évidente. Nous avons une grande majorité en Tunisie et au Maroc, je sais que c'est pareil, une grande majorité de femmes isolées qui ont très souvent d'ailleurs une seule retraite, souvent faible, parfois, je dis bien parfois, une pension de réversion, mais rarement parce qu'elles appartiennent aussi à cette génération qui a commencé à divorcer. Donc, il n'y a pas de pension de réversion. Elles étaient célibataires. Voilà, c'est une vraie question parce que là, on assiste à un phénomène qui va en s'amplifiant. J'avais déjà constaté il y a 20 ans et qui va en s'amplifiant. Merci Martine. Je pense qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Si chacun veut faire un mot de conclusion à ce webinaire où on a déjà parlé de la réforme, de la situation des Français à l'étranger, et encore cette réforme, elle est juste en cours de discussion à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, donc chez vous, Mélanie et Jean-Yves. Je passe peut-être la parole à Mélanie pour dire ces derniers mots. Ouais.
Non, je voulais juste peut-être la question sur le niveau des pensions. Donc, juste pour dire que nous, ce qu'on porte, c'est d'avoir pour une carrière complète au minimum une retraite au niveau du SMIC et d'un point de vue général, d'avoir le minimum vieillesse élevé au niveau de seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on n'ait aucun senior qui soit en dessous du seuil de pauvreté, que quand on a travaillé toute sa vie avec une carrière complète, on ait au moins comme retraite le SMIC. Voilà, c'est le niveau en termes de, parce qu'il y avait une question sur le niveau des pensions qu'on souhaite. Non, sinon, comme conclusion, vous dire que bon, voilà, les députés sont évidemment mobilisés à 100% sur cette affaire, que ça va nous arriver dans pas longtemps au Sénat, qu'évidemment on est dans une démarche où on va pas lâcher, que tout porte à croire que le débat à l'Assemblée nationale ne va pas se solder par un vote, puisque les délais sont tellement contraints, le nombre d'amendements, vous l'avez vu, en particulier de la NUPES, était tellement important, évidemment avec un objectif derrière la tête, mais que voilà. Et qu'au fond, juste rappeler que voilà, moi je suis convaincue qu'on est dans un moment assez clé pour le camp, entre guillemets, des progressistes, de la gauche, des écologistes, et répéter ce que je dis au début, je pense qu'on va gagner, que chaque jour que le gouvernement persiste à refuser d'entendre une mobilisation, qui est une mobilisation à la fois massive, mais aussi très pacifiste, puisque contrairement à ce qui a pu y avoir il y a quelques années, toutes les mobilisations se passent très bien, les marches se passent très bien, il n'y a pas d'incident, voilà. Et en fait, le refus du gouvernement de répondre à une mobilisation qui est massive, qui touche tous les secteurs, toutes les classes d'âge, quasiment, enfin le spectre politique est aussi très large, ne fait que augmenter le niveau d'opposition au gouvernement. Et donc, en fait, chaque jour qui passe à persister, à refuser d'entendre une mobilisation aussi importante, c'est en fait des voix qui perdent. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas, il y a un côté très énervant, mais en réalité, dans cette posture, il y a de l'espoir, que on arrive à mobiliser pour les années qui viennent et que définitivement, on se débarrasse de ce camp qui au fond, est aujourd'hui en train d'associer le côté néolibéral des politiques économiques et le côté autoritaire de la gestion institutionnelle du pouvoir. Jean-Yves, Oui, moi conclusion. je suis globalement d'accord avec Mélanie sur ce qu'elle vient de dire. C'est un moment où, compte tenu des évolutions, et il y aura d'autres combats. Et celui-là, il faut le gagner parce que derrière, on voit déjà qu'il y a un hold-up derrière qui est programmé, c'est celui sur les retraites complémentaires avec Agir Carco. Il y a une vraie volonté de remettre en cause l'ensemble de notre système social. Et concernant les retraites, si on regarde un peu historiquement, les personnes de plus de 60 ans n'ont plus été les personnes qui vivaient le plus avec un taux de pauvreté important à la fin des années 70, c'est-à-dire au moment où le système de retraite par répartition mis en place après la guerre a produit tous ses effets et a commencé à avoir des retraités qui avaient entièrement cotisé sous ce système. Alors, bien entendu, le travail évolue, bien entendu, la société évolue, et on ne peut pas dire que les choses sont exactement la même. Bien entendu, elles sont différentes des années 70. Mais ce système a montré sa capacité à sortir les personnes, les retraités, de la pauvreté. Et contrairement à ce qui nous est raconté, aujourd'hui, en pourcentage du PIB, ça ne s'aggrave pas. Ça ne s'aggrave pas. Et c'est donc par conséquent, contrairement à la politique du gouvernement qui saupoudre les aides par-ci par-là, la politique pour augmenter les retraites et améliorer la protection sociale, c'est l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires et éviter les trappes à bas salaires. Et moi, je pense vraiment qu'il faut aller dans cette direction-là et dans la défense finalement d'un système de protection sociale qui est géré par les partenaires sociaux et qui n'est pas le système minimal
gérée par l'État et qui finalement est la régulation de l'ensemble des dépenses de l'État, parce que dans ce cas-là, évidemment, c'est les moins favorisés qui trinquent et par conséquent, le combat politique d'aujourd'hui, il est indispensable pour défendre notre système de protection sociale et il doit être aussi pour les Français qui vivent hors de France une occasion de souligner nos spécificités et nos besoins particuliers qu'on a évoqués en matière de calcul des retraites en particulier, et aussi les prises en compte des situations de grande pauvreté. Merci Jean-Yves. Martine, si tu veux Mais dire écoutez, quelques mots. j'ai rien de très pertinent de plus pertinent à ajouter que ce qui a été dit par les uns et les autres. On va pas répéter, je ne vais pas répéter en moins bien ce qui vient d'être dit. Oui, c'est un combat qui nous concerne tous parce que Français à l'étranger, nous sommes plus fragiles, plus vulnérables, selon un vocable qu'on utilise beaucoup désormais. La vulnérabilité des seniors expatriés est beaucoup plus grande. On le voit, on le constate sur le terrain, des gens dont l'état de santé se détériore, pour lesquels il n'y a pas, on ne va pas le demander, mais pour lesquels il n'y a pas souvent de solution pour terminer leur vie toujours dans de bonnes conditions. Nous voyons une génération de gens qui sont arrivés dans les années 90, arriver à un grand âge maintenant et se retrouver dans la situation que tu évoquais tout à l'heure, François, dans l'impossibilité de rentrer en France. Donc, oui, c'est une... alors, la situation pour beaucoup n'est évidemment pas encore dramatique. La crainte que nous pouvons avoir, c'est qu'elle s'aggrave dans les années à venir et que nous ayons de plus en plus de ces gens qui partent s'installer hors de France parce qu'ils ne peuvent plus mener une vie digne dans notre pays, tout simplement. Merci Martine. Margot, tu veux dire quelques mots? Alors, on avait 2 questions qui nous restaient dans le chat où je peux répondre moi-même. C'est est-ce qu'il y aura d'autres webinaires pour pouvoir contrer la propagande de la majorité des députés? Oui, il y a 2 autres webinaires qui sont prévus donc le 13 février à 13h30 et le 22 février à 10h. Si vous suivez les réseaux sociaux de la NUPES ou de Français du Monde, vous retrouverez les liens Zoom pour vous connecter à ces 2 autres webinaires qui seront avec 2 intervenants. Donc, ce sera certainement des arguments qui seront similaires, mais aussi des nouveaux arguments. On avait aussi une autre question. Est-ce que ce webinaire a été enregistré, donc peut-il être vu en replay? Oui, ce webinaire a été enregistré, donc vous allez aussi pouvoir retrouver sur nos réseaux sociaux ce replay et donc le diffuser autour de vous parce que, comme on dit, on ne peut pas forcément se mobiliser physiquement à l'étranger, mais peut-être que partager les informations est aussi une forme de mobilisation. En tout cas, pour ma part, je remercie Mélanie, Jean-Yves et Martine pour le rapport dans ce webinaire qui a permis de nous éclairer. On est qu'au début de la mobilisation. Une nouvelle phase de mobilisation est samedi. Donc, je pense que c'est, comme on peut dire, une affaire à suivre. François, je te laisse la parole. Oui, puisqu'on est dans les remerciements, je remercie aussi Antoine et Stéphane, Alexandre et Stéphane, qui ont contribué dans la partie technique. Sinon, il y a des mots qui ont été dits qui sont extrêmement forts pour qualifier cette réforme. J'en citerai simplement quelques-uns: injuste, injustifié, inutile, antidémocratique, brutal. Je pense que c'est un véritable caprice du président Macron.
c'est fondé sur des mensonges et je crois qu'on a appris beaucoup grâce à vous sur cette réforme. Et disons qu'au niveau des Français de l'étranger, bien, je dirais c'est la double ou la triple peine. Et je crois que ça a été bien démontré au cours des débats. Heureusement, il y a des pistes pour essayer de faire changer les choses et que les Français de l'étranger soient considérés autrement, et soient pris en compte et puissent avoir des retraites décentes et des retraites qui leur permettent, s'ils en ont envie, de revenir en France. Alors, je garderai simplement les derniers mots. Mélanie qui nous dit, enfin des derniers mots, des messages un peu optimistes. Mélanie nous dit, on va gagner. Jean-Yves nous dit, il faut gagner ce combat. Et Martine nous dit, un combat. Il faut gagner aussi, je suis d'accord avec Jean-Yves. Hein. Oui, un combat qui nous concerne tous, car les Français de l'étranger, nous sommes très vulnérables. Ben, merci à tous. Il y a eu une très grosse participation, puisqu'à un moment, nous avions plus de 120 participants. Et oui, il y a eu 75 interventions dans les questions. Alors, ce que je peux dire à tous ceux qui ont posé des questions et qu'on n'a peut-être pas pu répondre à tout, vous pouvez nous contacter sur le mail contact@adfe.org et nous retransmettrons les questions que vous avez ou nous vous répondrons si nous pouvons. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.